à toutes et à tous, bienvenue pour cette 7ème émission d'À travers champs, Fréquence ESJ. Et ravi de vous retrouver une nouvelle fois en direct du studio du siècle vert. Pour cette nouvelle émission, le programme est une nouvelle fois très chargé. On va parler de nouvelles technologies, de vin, de rhum, de gastronomie. Dimitri Hainaut, le traditionnel ami des animaux, nous retrouvera d'ici quelques minutes sur le plateau. Il a quitté ses poneys, vous le verrez, pour de petites bestioles. L'invité politique sera Gérard Filoche, il nous répondra d'ici quelques minutes. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à réagir sur les différents réseaux sociaux, la page Facebook, on est en direct, on le rappelle, ainsi que sur Twitter avec les hashtags Fréquence ESJ et À travers champs. Et comme vous pouvez le voir, le studio a été un peu reconfiguré. On a également un nouvel invité, cette vache qui récompense le studio du siècle vert qui a reçu le prix des relations presse pour la 2e année consécutive. La 7ème émission de l'À travers champs commence maintenant. On commence avec la traditionnelle mise à jour avec vous, Patrick Urban. Bonjour Patrick. Bonjour Sacha, bonjour Cyril. Alors hier, le concours général agricole s'est poursuivi. On connaît quelques vainqueurs des différentes catégories. Oui, et on débute avec les résultats du concours de l'espèce porcine et plus précisément la race cul noir limousin. Tout simplement parce que leur fessier est noir. Ça ne s'invente pas. Mabel et son éleveur Francis Brun ont remporté le concours devant Mélodie et ses éleveurs du GAEC Royer. Pour l'espèce bovine, la race blanc-bleu et la race limousine ont été à l'honneur hier. Bravo à Illusion, grande championne pour la race blanc-bleu. Et pour la race limousine, il y a 2 vainqueurs, un taureau et une vache. Bravo à Jurançon et à Hilary. Alors on reste avec l'espèce bovine et la race limousine, mais cette fois-ci les animaux ne sont pas évalués puisque c'est au tour des pointeurs d'être examinés. Exactement, le concours du meilleur pointeur de race limousine s'est déroulé hier. Il est nécessaire tout de même d'expliquer à vous, téléspectateurs, en quoi consiste ce concours. Il réunit des jeunes professionnels et détermine le meilleur juge de bovins de la race limousine. Le vainqueur est Quentin Baligean et suivi d'Antoine Terrier et Rémi Bess qui complète ainsi le podium. Alors les animaux et les éleveurs ne sont pas les seuls stars, il y a également vous Patrick, et bien sûr les exposants dont le travail est récompensé pendant ce salon. Exactement, la cérémonie des SIRPA Awards s'est déroulée hier, elle est venue récompenser les meilleurs exposants du salon de l'agriculture. Bravo à toute l'équipe de l'Union des industries de la protection des plantes que l'on côtoie depuis ici au studio du siècle vert depuis le début de ce salon. Ils ont remporté le trophée SIRPA dans la catégorie opération RP, à savoir relations publiques. D'où la vache. D'où la vache, exactement. Merci beaucoup Patrick. Merci Sacha. Et on rejoint Dimitri Hainaut. Alors aujourd'hui on fait dans le léger, il n'y a plus de poneys. Exactement. Mais de petites bestioles qui sont présentes sur la table. Donc bonjour Sacha déjà, et puis bonjour Cyril, merci encore d'être de retour sur ce plateau. Merci. Alors bon, on va faire très rapide. Présentez-nous les petites bestioles que vous avez amenées avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de revenir sur votre plateau pour vous présenter des phasmes, donc une production que nous avons lancée il y a 3 ans et dont nous avons commencé la commercialisation il y a quelques mois maintenant. Donc l'intérêt de ces phasmes, c'est avant tout décoratif, donc il n'y a pas de choses précises. L'avantage, c'est que vous mettez un petit peu de jardin, un petit peu de nature dans votre maison. Par rapport aux enfants, c'est aussi c'est très ludique. Ça vous permet de faire des cycles courts de reproduction. C'est très simple à élever et ça remplace un peu les poissons, beaucoup plus simple à gérer. Et ça mange généralement sur des bases alimentaires type ronce pour ces espèces qu'il y a là. Donc là, j'ai 2 espèces avec moi. Dans ma main, j'ai un phasme feuille, Phyllium philippinicum, qu'on trouve généralement de couleur verte. Et nous sélectionnons aussi déjà, même si on est au début de notre élevage, on sélectionne déjà de nouvelles couleurs. Là aujourd'hui, je vous ai amené une Phyllium philippinicum jaune. Donc avec des méthodes particulières, on arrive un petit peu à changer de couleur. C'est ça. Il y a combien de couleurs différentes pour ces 2 espèces? Il y a juste vert et jaune ou il y en a d'autres? Pour l'instant, il y a vert et jaune. On a commencé à avoir une 3e couleur. Pour l'instant, je garde ça un peu confidentiel, mais on arrive à sortir des nouveautés. Et à côté, j'ai ce qu'on appelle un phasme tiers, un phasme scorpion, puisque la queue, vous voyez, se replie comme un scorpion. C'est totalement inoffensif. Ça vient d'Australie. C'est des femelles des animaux qui ont quand même un certain gabarit. Il leur manque une mue, donc on va dire qu'elle est en 2/3 elle est au 2/3 de sa taille définitive. Et qu'est-ce qu'il faut comme condition pour qu'elles soient pour qu'elles vivent de manière idéale? Donc là aujourd'hui, ce sont des espèces très simples, c'est-à-dire que les conditions d'une maison aujourd'hui en France, on va dire une vingtaine de degrés, 60% d'humidité suffit. Il suffit juste une boîte ou idéalement un terrarium avec une petite pulvérisation de temps en temps et une base de ronces qu'on change au moins une fois par semaine. Et combien vous en avez amené sur le salon? Parce qu'on a vu
que vous avez amené des poussins, on vous a vu Oui. déjà la dernière fois avec. C'est Et ça. vous en avez plusieurs. Combien vous avez amené de phasmes Là, on aujourd'hui doit avoir à peu près 500 phasmes avec nous. 500 phasmes. Oui. On ne prend pas beaucoup de place en plus. Non, puis là, pour donner un ordre d'idée en tarif, les Philium Philippinicum, on les vend par 4 à une petite vingtaine d'euros. Et les Extatosoma comme ça, doit être à une quinzaine d'euros le couple. Donc on est sur des budgets Très voilà, abordable. Et voilà, comme pour très les poussins, vous vendez aussi le matériel, entre guillemets, pour tout ce qui est pouvoir, avec. On a créé notre propre gamme de terrarium qu'on fait fabriquer en Europe. Donc on appelle des Elsa Terra. Et on a aujourd'hui 4 tailles à proposer. Donc voilà, un budget assez intéressant et assez adapté pour des bêtes qu'on peut élever facilement C'est ça. à domicile. Sacha, je ne sais pas si vous avez une question éventuellement à poser. C'est impressionnant, j'avais jamais vu des phasmes, j'avais jamais vu. Non, on Très connaît impressionnant. beaucoup le phasme bâton qu'on trouve beaucoup Il y en dans a une les qui écoles. s'échappe par contre sur votre col. Oui, oui, elle ira pas trop. Il visite. Mais c'est vrai Mais- qu'en tout cas, il y a un des clichés qui circule sur le salon agriculture, c'est qu'on voit uniquement des lapins, des poules, des vaches, des ânes, des chevaux. Eh bien non, il n'y a pas que, il y a aussi des phasmes. Merci beaucoup. Et C'est juste Cyril. Une petite Oui. question, quelle est l'espérance de vie justement d'un phasme? Donc c'est des cycles assez courts, ça veut dire qu'on est sur les croissances d'environ 4 à 5 mois. Il y a des espèces un peu plus longues, mais pour ce que j'ai là, on est dans cet ordre d'idée. Et une fois adulte, ça vit à peu près 6 mois. D'accord. Par contre, en ponte, ce sont les femelles qui vont pondre selon les espèces entre 2 et 4 œufs par jour. Donc, et des temps d'incubation pour vraiment être complet, jusque 3, 4 mois, jusqu'à 9 mois pour les grosses espèces. Mais là, on est sur du 3-4 mois. Oui, donc ça se renouvelle assez vite finalement. C'est ça. Très bien. Bah écoutez, merci beaucoup Cyril Neveu d'être revenu Merci à vous. sur notre plateau. Encore, on vous souhaite à nouveau une très bonne fin de salon et Merci. une bonne fin de journée. Merci. Merci à bientôt. vous. Au revoir. À travers champ, on revient dans quelques instants avec notre invité politique Gérard Filoche qui répondra aux différentes questions de nos journalistes. On se retrouve après une petite pause. À travers champ, toujours en direct du studio du Siècle Vert, et nous a rejoint sur le plateau Gérard Filoche. Déjà, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Avec plaisir. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais ici, on a une manière assez particulière d'accueillir nos invités politiques. On les accueille avec un rap. Et pour cela, Camille Garcette va nous rejoindre sur le plateau. Vous allez le voir, il va Bonjour. retracer votre carrière d'une manière Bonjour. assez particulière. Alors pour vous expliquer un petit peu le concept, en fait j'écris régulièrement un rap sur l'invité qui vient. Et voilà, je retrace un petit peu votre vie, ce qui a marqué votre carrière. Et donc voilà, c'est ce que je m'apprête à faire avec vous. Donc j'espère que vous prêterez l'oreille et voilà. Fort de caractère, Gérard Filoche est avec nous. Ancien du PS, nous allons parler de vous. Vous aimiez faire des peintures, un grand fanat de la toile. Moi j'étais plus dans le délire de la guerre des étoiles. Mais vous grandissez, en politique vous performez. Et comme dans chaque parcours, un moment faut se ramasser. Votre toit a glissé et par erreur vous avez tweeté. L'histoire on la connaît, non pas besoin de la raconter. C'était sous l'énervement, faudrait le vérifier. C'est comme votre compte Twitter, ça sera jamais certifié. PS vous a pas quitté, c'est vous qui quittez le PS. Maintenant personne vous reconnaît, vous êtes champion de qui est-ce. Le procès est dans un mois, de toute façon qu'importe la sanction. On peut gouverner depuis la prison, la preuve avec Fillon. En même temps je crois pas à la thèse antisémite. Vous êtes quand même à l'origine de SOS racisme. Mais malgré ce scandale, vous vouliez rebondir. La politique tyran, tu peux plus en sortir. Désaccord complet avec la politique d'Hollande. Son orientation à gauche, pour vous c'est de la propagande. Des valeurs authentiques, c'est ça que vous défendez. Donc un nouveau parti vous choisissez de créer depuis de vous. On n'a plus aucune nouvelle. Si vous êtes tapis dans l'ombre, c'est pour revenir de plus belle. Bravo Camille Merci à Garcette. vous. Merci. Une petite réaction, c'était la première fois j'imagine qu'on faisait un rap pour vous Non, présenter. c'est la troisième. Ah, la troisième fois, autant Troisième pour moi. Cali, Bon. Cali avait déjà Je ne fait suis pas ça. original alors, Ah, malheureusement. Et une petite émission qui s'appelle La Relève et la Peste qui passe sur les médias l'a fait avec un succès de 7 millions de vues. Mais Effectivement. bravo. Un vrai Merci. talent. Merci beaucoup Camille. Merci Sacha, merci. Et on accueille tout de suite Garance. Bonjour Garance. Bonjour Sacha, bonjour Gérard Filoche. Bonjour. Alors, tout de suite, nous allons aborder votre ancien parti, Monsieur Filoche, le Parti Socialiste, mais également votre avenir en politique. Vous vous êtes fait exclure du PS en novembre dernier pour un tweet jugé antisémite Je envers. vous arrête, je me suis jamais fait exclure. Que s'est-il passé exactement? J'ai quitté le Parti Socialiste à la mi-janvier pour créer la gauche démocratique et sociale parce qu'il était devenu impossible de s'exprimer dans le congrès qui vient du Parti Socialiste. C'était votre volonté de partir du coup. Ils ont changé les règles du jeu et interdit que je puisse déposer une motion de gauche comme je le souhaitais.
Et donc, n'ayant plus la possibilité de m'exprimer, il était logique que j'en tire la conclusion. Pourquoi justement on vous laissez pas la parole libre au Parti socialiste? Écoutez, s'il y avait quelqu'un de gauche qui défende les salariés, qui se présente à la tête du Parti socialiste, je vous jure qu'il ferait un tabac. Et que le Parti Il y en a pas socialiste pour vous aujourd'hui au Parti socialiste redeviendrait un grand parti. C'est un petit parti, c'est devenu un petit parti, ça a perdu de sa superbe. le Parti Aujourd'hui, il y a moins de socialiste. 10 000 adhérents, et un millier de maires de plus de 10 000 habitants, alors qu'il y a 5 ans, nous avions tout. On avait 2 villes sur 3, on avait l'Assemblée nationale, le Sénat pour la première fois depuis 211 ans, on avait 20 régions sur 22 et 61 départements sur 100, plus la présidence. La C'est politique la de fin du François... PS à votre avis? C'est d'abord la faute de François Hollande. C'est lui qui était élu, qui avait tout en main, et c'est lui qui a imposé sa ligne au Parti socialiste. Regardez bien les choses comme elles sont. Hein. Quand vous êtes à l'Élysée, c'est vous qui dirigez, c'est pas celui qui est à Solferino. Et c'est François Hollande qui a conduit le PS là où il en est aujourd'hui, c'est-à-dire son pronostic vital est engagé, il a été obligé de vendre ses locaux, et son congrès, ça fait dans des conditions assez catastrophiques. Alors, est-ce que c'est vous, votre personnalité qui dérangeait au sein du PS ou c'était vos idées Moi, finalement? j'ai aucun sentiment de personnalité. Mais je défendais une augmentation du SMIC à 1800 €. Ça plaisait je pas? défendais une semaine de 32 heures. Je défendais le retour à la retraite à 60 ans et je voulais pas plus de 5% de précaires dans les entreprises. J'ajoutais à ça qu'il fallait 30% d'énergie renouvelable en 2025. Vous pensez que c'est un programme pas très révolutionnaire finalement, vous savez. C'était le programme qu'avait le Parti socialiste dans les années 70, dans les années 80 et dans les années 90, même avec les 35 heures de Lionel Jospin. Sauf qu'avec Hollande, tout ça, il n'en voulait pas, il a rejeté tout ça, il a fait une politique droitière, il a donné de l'argent au patronat au lieu de le donner aux salariats. Donc évidemment, j'étais plus à l'aise. Alors, est-ce qu'il y a des personnes en particulier qui voulaient vous voir partir au PS? J'en sais rien. Parce que vous avez eu quand même beaucoup de critiques, vous concernant, de la part des qui pontes du PS. Ah, vous voulez dire de la part de l'aile droite? Ah oui, ça, je comprends très bien. L'aile droite strauss-kahnienne, comme on dit, c'est ça. Elle est libérale. Alors évidemment, le langage que je défendais étant pour les salariés, elle n'aimait pas cela. Elle pensait que c'était plus la place du Parti socialiste que de le faire. Et il voulait une cassure du Parti socialiste pour éviter qu'il reste le grand parti pluraliste, démocratique et majoritaire à gauche. Ah ben, ils ont réussi. Hein. Depuis donc votre départ du Parti socialiste, vous avez créé un réseau de militants, la gauche démocratique et sociale. Combien vous êtes à ce jour à avoir rejoint ce mouvement? Écoutez, moi, c'est pas des clics. Hein. C'est des abonnés à la revue Démocratie et Socialiste. Combien il y a d'abonnés? Il y en a aujourd'hui? 4000. 4000. C'est ce que, évidemment, c'est modeste, je sais. Hein. Mais la votre, revue, votre mais la objectif revue, est atteint aujourd'hui? bien sûr que non. La revue Démocratie et Socialiste existe depuis 25 ans, en permanence, même au sein du Parti Socialiste, évidemment. Je défendais les idées dont je viens de brièvement de vous faire un résumé. Et cette revue a porté ses idées avec fidélité pendant 25 ans. Et c'est elle aujourd'hui qui est la base de la construction de la gauche démocratique et sociale. Alors maintenant, si vous me dites ça suffit, non, pas du tout. Moi, je développe avec tous mes amis dans plus de 70 départements aujourd'hui ce nouveau réseau. Mais je regarde Benoît Hamon. Vous surfez un peu sur la nouveauté comme Florian Philippot avec son Parti des Patriotes? La nouveauté attire? Vous surfez là-dessus? Moi, je vais vous dire quelque chose. Sans tradition, il n'y a pas de progrès. Sans théorie, il n'y a pas d'avancée. La vieille politique, il faut la regarder, parce que c'est souvent dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. Et il faut garder... Dans les vieux pots, il y a le Parti socialiste. On ne fait plus les meilleures soupes, selon vous? Aujourd'hui, non. Mais pas partout en Europe. Par exemple, Jérémy Corbyn, en Grande-Bretagne, il a fait redevenir le parti qui avait fait échec avec Tony Blair, comme Hollande. Il l'a fait passer de 60 000 membres à 600 000 membres. Donc il faudrait changer peut-être les personnes à la tête du Parti socialiste. Changer la ligne, madame. Pourquoi vous parlez des personnes? Puisque c'est les personnes qui font la ligne. Non, je vous parle des idées. D'abord, après, les personnes, elles viennent facilement. Si vous voulez des salariés à la tête du Parti socialiste, défendez l'augmentation des salaires et la baisse des dividendes. Si vous voulez effectivement gagner sur les 90% d'actifs qui sont salariés, contrôlez les licenciements au lieu de les faciliter. Reconstruisez un code du travail au lieu de le détruire. Et à ce moment-là, vous aurez des gens, des personnes qui viendront en masse pour dire je défends cette ligne. Pourquoi être resté si longtemps au Parti socialiste alors que finalement la ligne n'était pas la vôtre, que vous n'aviez peut-être pas tant d'attache que ça à ce parti? Parce que ce parti jusque-là était pluraliste et unitaire. C'est-à-dire qu'il acceptait des gens comme moi
qu'on s'exprime, qu'on puisse défendre nos idées. Nous avions l'idée pour pouvoir les faire gagner. Mais là, ils ont fermé les portes, ils ont changé les statuts pour que ça ne puisse plus arriver. Donc c'est pour ça que j'ai, à ce moment-là, fait ce choix. Mais vous savez, pendant 25 ans, il était possible de faire beaucoup de choses, notamment quand Lionel Jospin faisait les 35 heures sans perte de salaire, notamment quand il imposait les grandes sociétés à hauteur de 33 ou 38%. Si on avait gardé le taux d'imposition Lionel Jospin au moment où la cagnotte publique était énorme, nous n'aurions pas la dette qu'il y a aujourd'hui. Par conséquent, il y a eu beaucoup d'évolutions et de contre-évolutions au sein même du Parti socialiste. Et je me suis battu pour que ça se termine bien. Ça, de ce point de vue, je n'ai pas réussi. Mais je ne doute pas que la gauche va réussir. Et je milite donc pour qu'il y ait l'unité de la gauche maintenant. C'est-à-dire que Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Pierre Laurent et Yannick Jadot puissent se retrouver ensemble. Il faut un grand parti pluraliste, démocratique de la gauche qui remplace le PS. Merci, Merci Garance. Gérard Filoche, Merci merci Sacha. Alors, on a fait le tour de l'actualité politique. Maintenant, on va parler de l'actualité en général avec Lucas Pierre. Bonjour Lucas. Bonjour Sacha, bonjour Gérard Filoche. Donc 3 jours après les annonces de réforme de la SNCF par Édouard Philippe, un sondage Odoxa Densu Consulting pour France Info et Le Figaro révèle hier que 72% des Français sont pour la suppression du statut de cheminot. Qu'est-ce que vous en pensez? Non mais vous avez regardé la question du sondage? Elle dit les cheminots sont riches, les cheminots ont un statut, les cheminots ont une retraite. Qu'est-ce que et vous... faut pour. Alors les gens disent non. Qu'est-ce que vous répondez à ces Français? La question du sondage est un mensonge. C'est un sondage truqué. Il faut arrêter de dire ça. Si vous dites est-ce que vous voulez une SNCF qui est un grand service public, qui fonctionne mieux, qui vous mette des trains à l'heure, qui vous fasse des tarifs moins chers et que l'État les subventionne parce qu'on a besoin dans notre pays d'un grand réseau de transport en commun, les gens vont vous répondre oui à 70%. Donc vous êtes Donc selon la question que vous posez, vous aurez la réponse que vous voulez. Et celui-ci de sondage est particulièrement malhonnête. Et moi je défends la SNCF, la belle SNCF, qui est un des meilleurs réseaux de transport du monde, malgré même tous ses défauts d'aujourd'hui. Vous êtes contre donc la suppression du statut de cheminot, on l'a bien compris. Mais je suis contre la suppression de la SNCF comme service public. Le statut de cheminot n'est qu'une question secondaire. Parce qu'en vérité, quand on vous dit les cheminots, ils ont des avantages, ils n'en ont pas tant que ça. Parce que du point de vue même du salaire, ils sont exactement comme les autres. Il y a les privilèges, il n'y en a pas, sauf pour M. Pépi, qui doit gagner 400 000 euros, ou pour Mme Parly, qui s'est fait verser 600 000 euros quand elle était à la SNCF. À ceux-là ont des privilèges. Mais croyez pas que c'est le cas des cheminots. Vous savez, monsieur, j'ai conduit des trains dans ma jeunesse. 2 fois 4 mois. Il fallait que je gagne ma vie. Et donc, c'était des diesels. Et on me donnait des plannings qui sur 3 semaines. Et il fallait 2 heures par-ci le matin, 3 heures la nuit, le matin, le journée, etc. sur 3 semaines. J'avais 20 ans et j'étais en forme. Et pourtant, j'étais fatigué. Et les gens ne savent pas ce que c'est un planning de cheminot. Et s'ils savaient ce que c'est un planning de cheminot, ils n'en voudraient pas pour eux. Et ils voudraient avoir davantage de salaire et davantage encore davantage. Justement, Édouard Philippe souhaiterait que les cheminots aient les mêmes, soient soumis aux mêmes conditions de travail que tous les Français, c'est-à-dire le code du travail. Moi, je voudrais que M. Philippe soit soumis aux mêmes conditions de travail que tous les Français. Parce qu'il changerait d'avis s'il était obligé de passer la serpillière dans une cantine de sa circonscription. Il s'intéresserait tout de suite au code du travail pour pas que ses chaussures glissent. Et il s'intéresserait au balai pour pas avoir mal au dos. Et il s'intéresserait aux horaires des cheminots pour pouvoir avoir une vie de famille, pour pouvoir rentrer chez eux et pas être tout le temps en balade pendant 3 semaines avec des cycles qui sont interminables. Et donc la façon dont M. Philippe présente le travail des cheminots, c'est comme toute l'arrogance du gouvernement Macron. Ils ne savent pas ce que c'est que le travail. Ils font des lois anti-travail, exigent davantage du travail parce qu'eux ne sont qu'au service de la finance. Rapidement, on va changer d'actualité très rapidement. La loi contre le harcèlement de rue, un projet de loi a été présenté hier, il y a quelques jours, pardon. Est-ce que selon vous, cette loi va être applicable? Moi, je milite pour tout ce qui va en ce moment pour le soulèvement, pour le droit et le respect des droits des femmes. Et donc, si ça va dans ce sens, c'est bien. Mais c'est plus de l'éveil, c'est plus de l'attention, de la pédagogie. Est-ce que c'est plus une question d'éducation peut-être? Oui, pour toutes ces questions. Il y a une question qui n'est pas d'éducation pour les droits des femmes, c'est l'égalité salariale. Et vous savez, elle commande toutes les autres. Parce que c'est très intime dans un couple, celui qui gagne le plus ou pas le plus. Ça se dit jamais, mais les femmes ont 27% de salaire en moins. Et ça, on nous dit, oui, on va faire... Attendez, il faut des lois. Il faut des contrôles de l'inspection du travail, il faut des sanctions des juges, et on aura l'égalité salariale professionnelle, si on le veut, en 1 année. Mais dans cette loi, est-ce qu'il n'y a pas trop de place à la subjectivité, en fait? C'est pour ça que je vous demande si elle va être applicable ou pas. Je suis en train de vous faire la différence entre la subjectivité, qui sont toutes ces questions sur lesquelles il faut de l'éducation et de la rébellion, et celles sur lesquelles il faut des lois,
c'est-à-dire celle qui concerne le salaire et l'égalité salariale femmes-hommes, ça s'impose. Merci. Merci Gérard beaucoup, Filoche. Lucas. Bon, ça s'enchaîne très rapidement, Ah, tous mais ces c'est un intervieweurs. plaisir, c'est un plaisir. Plaisir partagé. Alors, dernière partie de l'interview, on va parler bien évidemment du Salon de l'Agriculture avec vous, Yanis. Exactement, Sacha. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Gérard Filoche. Alors, vous le savez, c'était l'une des grandes mesures d'Emmanuel Macron pendant sa campagne, investir 5 milliards d'euros dans le secteur agricole pour le transformer, surtout le moderniser. Est-ce que 5 milliards d'euros, c'est suffisant pour transformer un secteur autant en difficulté que le monde, celui du Écoutez, monde pour agricole? préserver notre souveraineté alimentaire, pour faire que nos agriculteurs ne soient plus dans la situation misérable dans la majorité d'entre eux ils sont, ça ne suffit pas. Mais après, de toute façon, il y a une chose qui est essentielle, monsieur, c'est savoir où va l'argent. Parce que s'il va aux gros céréaliers, s'il va aux gros propriétaires terriens, c'est pas la même chose que s'il va aux petits agriculteurs. Le gouvernement, pour l'instant, annonce quelques Avec petites ce mesures gouvernement, pour justement les petites exploitations. C'est leur but, Bon, justement, mais de les rendre je ne pérennes. crois rien de ce gouvernement. Vous n'y croyez pas? Quand il dit qu'il donne aux petits, c'est un gouvernement pour les gros. Il n'y a pas d'exception. Que dans pour les sa gros, politique. vous êtes sûr? Mais montrez-moi des exceptions. Même les retraités, il les fait payer leur CSG. Même les infirmières, il ne veut pas recruter. Même dans les écoles, il n'y a pas assez de profs. Par Donc, contre, en il a termes donné- d'agriculture- par contre, il a donné 5 milliards, le chiffre que vous venez de dire, pour l'impôt. Les impôts du haut, il leur a fait cadeau de ça tout de suite, comme une piche. Mais vous êtes sûr qu'en termes d'agriculture, 5 milliards d'euros, c'est pas au moins un petit coup de pouce déjà pour aider à moderniser le secteur? Si vous voulez faire que les petits agriculteurs puissent aujourd'hui vivre dans des conditions correctes, satisfaisantes et avoir une retraite, comme il dit M. Macron, si vous voulez ça, alors ça passera vite les 5 milliards. Il vaut mieux les donner aux petits agriculteurs que de les donner aux riches qui sont 1% de la population et qui vont aller placer cet argent-là à Panama. Et M. Macron, c'est l'allié des gens qui placent l'argent à Panama. C'est l'allié des gens qui spéculent, pas de ceux qui embauchent, pas de ceux qui travaillent. Toute sa politique depuis maintenant combien? 9 mois, monsieur. Toute sa politique va aux riches, uniquement aux riches. Alors, vous nous parliez d'embauche. Justement, vous le savez, l'industrie agricole a beaucoup de mal à embaucher. 12 000 postes vacants l'année dernière. Comment on rend l'attractivité du monde agricole? Avec le salaire, monsieur. Si vous donnez un salaire aux gens, ils travaillent. Si vous leur proposez une misère, d'être auto-entrepreneur, d'être stagiaire, d'être en contrat précaire, évidemment, c'est difficile à Stagiaire, trouver. ça peut être un début pour former au moins les jeunes et après les envoyer vers une activité en tout cas plus... Monsieur, vous connaissez la question des stagiaires en France? En 2008, il y avait 600 000 stagiaires. Aujourd'hui, là, en 2018, il y a 1 600 000 stagiaires. C'est-à-dire que les Il y a entreprises... plus de monde aussi dans le Mais supérieur. attendez, mais non, les employeurs les prennent parce qu'ils ne les payent pas. C'est parce que la loi Chenes-Kirouni permet qu'on fasse s'agir pratiquement Mais alors, à temps pourquoi- plein avec un demi-SMIC, monsieur. Alors Et donc- pourquoi les Français qu'est-ce qui se passe avec les Français? Ils ont un rapport difficile avec l'agriculture? Mais les peut-être Français, ils ont un bon rapport avec tout. C'est le patronat en France qui a un mauvais rapport avec les Français. C'est-à-dire qu'ils préfèrent spéculer que d'embaucher. Ils préfèrent augmenter ses marges que de défendre les entreprises. Et là, le vrai problème aujourd'hui qu'on a, ça n'est pas du tout avec les sujets auxquels s'attaque Macron. C'est avec le haut de la société qui ne travaille pas. Ils ne sont pas patriotes, nos patrons. Hein, eux, ils sont intéressés que par les marges. Et ne me parlez pas des Français en général. Parce que moi, les Français, je les aime. 68% des Tous ceux- Français, par exemple, pensent aujourd'hui que les agriculteurs sont dignes de confiance. Ils étaient 80% en 2013. Oui. Pourquoi Mais c'est une telle mais baisse? c'est un chiffre important et regardez un peu comment sont faits les sondages. Hein. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. C'est pas à cause des mais quatre- nombreux scandales mais qu'on a eus ces dernières années Non, dans le monde agricole? 90% des actifs en France sont salariés. Il n'y a que 10% qui ne le sont pas. Parmi eux, les agriculteurs. Parmi eux, des indépendants. Et les indépendants, c'est encore beaucoup de petits indépendants et de petits agriculteurs. Il faudrait leur donner les mêmes droits à la sécurité sociale et les mêmes droits à la retraite. Il ne faudrait pas aligner les salariés sur les indépendants. Il faudrait aligner les indépendants sur les salariés et avoir une société de statut. Malheureusement, on a un président aujourd'hui qui l'a dit une bonne fois pour toutes. Je suis contre une société de statut. Je suis contre les statuts. Donc, il est contre les statuts des cheminots. Et l'autre jour, il a dit, attendez, les agriculteurs ont une retraite et les cheminots ont un avantage. Comment on peut raisonner comme ça? Je ne veux pas enlever un avantage aux gens. Je ne veux pas enlever un avantage aux gens quand non. Je veux en donner à ceux qui n'en ont pas. Dernière petite question, c'est est-ce que vous croyez à la montée en gamme de l'agriculture française? Écoutez, monsieur, j'ai été inspecteur du travail pendant 2 ans et demi en agriculture, dans Champagne-Ardenne.
Je connais un petit peu pour avoir visité à ce moment-là toutes les sociétés, petites, grandes, moyennes, viticulteurs, tous les abattoirs de poulets, tout ce qu'on veut, y compris les scieries agricoles. Et je me dis que dans ce monde, il y a eu quelque part un archaïsme qui a été maintenu. Et cet archaïsme a été maintenu parce que la plupart des subventions, des aides et de la PAC sont allées aux gros agriculteurs. Et il n'y a pas eu une volonté globale, commune, de répartir sur le territoire avec l'aide des petits agriculteurs ce qu'il pouvait y avoir comme fonction, comme production de richesse et comme redistribution de richesse. Merci beaucoup, Gérard Denis. Filoche. Merci beaucoup, monsieur Filoche, d'avoir accepté de répondre à nos questions, C'est moi. d'avoir fait le tour du salon de l'agriculture, C'est un plaisir, de encore l'actualité une en fois. général. Puis on vous souhaite bien sûr bonne continuation. Vous êtes en train d'écrire un livre, c'est ça? Oui, je viens de publier Macron ou la casse sociale. Et je suis en train d'écrire sur mai 68. Vous savez, c'est les 50 ans. Et ça ne se rate pas le cinquantenaire de mai 68. Bonne continuation, merci beaucoup. Je vous en prie. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'émission à travers champs. On se retrouve d'ici 2-3 minutes. À tout de suite. Fréquence ESG est toujours en direct avec son émission à travers champs, en direct du studio du siècle vert. Et Monsieur Vin nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Antoine. Bonjour Sacha. Alors hier, vous nous présentiez les vins jaunes du caveau des Billards. Et aujourd'hui, on parle des vins rouges de Bourgogne. C'est bien ça? Oui, et on reçoit Richard Guérin. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes vigneron en Bourgogne, dans la propriété des Vaumuriens. Présentez-nous tout simplement vos produits. Qu'est-ce que vous avez devant vous? Qu'est-ce que vous avez apporté? Alors, il s'agit d'une petite propriété familiale depuis 4 générations. Nous sommes producteurs sur Beaune, Pommard et Volnay. Nous faisons partie d'un groupement de viticulteurs, ce qui nous permet d'avoir une gamme un petit peu plus large que les vins que nous produisons nous-mêmes. Donc vous produisez plusieurs cépages, j'imagine. Qu'est-ce qui différencie entre vos différents types de vins? Entre d'une bouteille à l'autre, qu'est-ce que c'est la différence? Alors, le cépage reste le même. Il s'agit du pinot noir, puisque en Bourgogne, nous n'avons droit d'utiliser que le pinot noir. C'est le cépage qui donne tous ces grands vins de Bourgogne, que ce soit de la côte de Beaune ou de la côte de Nuits. Donc, c'est l'unique cépage utilisé pour les rouges. En blanc, bien sûr, vous avez autrement les chardonnays, mais là, ce n'est pas le cas de Beaune, Pommard, Volnay, on n'est que sur du rouge. Et justement, avec tous ces vins de grande qualité en Bourgogne, comment on se différencie? Comment on fait un vin meilleur que l'autre? Alors, il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'est la qualité de la terre. Si vous êtes situé sur une zone de ce qu'on appelle générique, appellation village, et vous avez ensuite les premiers crus qui sont les meilleurs terroirs de leur commune. Mais que vous changiez d'une commune à l'autre, les bandes de terre restent confondues, c'est-à-dire que vous soyez sur Pommard, Beaune ou Volnay, les premiers crus restent la bande de terre groupée. D'accord. Et vous, donc vous êtes venu ici au Salon de l'Agriculture pour présenter vos vins, faire déguster, vendre aussi. Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est quoi l'intérêt clairement pour un vigneron de venir ici au Salon de l'Agriculture? Eh bien, c'est un rendez-vous important chaque année de retrouver nos clients au Salon de l'Agriculture. Il y a une fidélité, non seulement de Parisiens, mais de personnes qui viennent de toutes les régions de France. À ce grand rendez-vous, ils retrouvent le produit, aussi bien les vins, d'autres produits solides qui vont avec ces très bons vins. Et aujourd'hui, comment le marché du vin un peu se porte-t-il en Bourgogne? Est-ce que c'est quand même quelque chose un peu qui est dans les esprits un peu luxe? Comment ça marche aujourd'hui? Comment ça se porte tout simplement? Alors, nous rencontrons un problème depuis 5 ans, c'est une question de quantité. Malheureusement, la nature n'est pas toujours généreuse avec nous et depuis 5 ans, nous n'avons pas fait vraiment de récolte normale. Les raisons sont diverses, c'est la grêle, c'est le gel qui font qu'on n'a pas les quotas qu'on pourrait espérer. Et il n'y a plus de stock en Bourgogne et ça nous pose vraiment un problème. Donc, par rapport à Bordeaux aujourd'hui, absolument. C'est plus compliqué. Déjà, la superficie de la Bourgogne est 14 fois plus petite que le Bordelais. Nous avons la chance d'avoir une terre bénie des dieux, mais malheureusement toute petite avec des petits rendements. Et comment on arrive à se démarquer par rapport aux autres régions? C'est le terroir, c'est le cépage, c'est la vinification. On travaille avec un monocépage, contrairement à d'autres régions qui font des vins d'assemblage. Et en Bourgogne, justement, toute la difficulté est là. Et le même cépage, sur 2 terrains différents, vous donnera des vins totalement différents. Il y a aussi, vous nous dites que vous vendez en France, mais Oui. est-ce que le vin s'exporte bien? Malheureusement,
on a une grosse demande et malheureusement, on ne peut pas honorer toutes les demandes faute de production. Et c'est un objectif dans les années à venir de pouvoir remplir les étals étrangers, internationaux. On pense notamment à la Chine, Alors, qui est très pour demandeuse de vin. Pour des négociants qui font des gros volumes, oui. Mais pour des petits producteurs, on préfère suivre notre clientèle française que l'on retrouve d'une année sur l'autre. Le danger de travailler à l'export, un Japonais ou autre personne risquera de vous prendre peut-être l'intégralité de votre récolte une année, et l'année d'après, vous risquez aussi de ne plus travailler avec. Donc, il vaut mieux assurer une clientèle française régulière qu'on retrouve sur les salons d'une année sur l'autre. Merci beaucoup monsieur, merci Antoine. Voilà, et pour goûter tous ces vins, rendez-vous au pavillon 3 jusqu'à dimanche. Avec plaisir. Alors après Monsieur Vin, place à Monsieur Technologie. Jérémy Richalet, vous êtes à l'extérieur du plateau. Comme chaque jour, vous nous présentez les innovations technologiques, les nouvelles technologies adaptées au monde agricole. Elles sont exposées pour la plupart dans ce hall numéro 4. Et ce matin, vous venez nous parler d'un robot autonome de la start-up Nayo Technologies en compagnie de Julien Lafont. Bonjour monsieur. Alors exactement, ce matin, comme vous pouvez le voir, j'ai à mes côtés un objet un peu particulier, un objet relativement volumineux, puisqu'il s'agit tout simplement d'un robot autonome mis en service par Nayo Technologies. Alors à quoi sert-il ? C'est un robot qui sert tout simplement au désherbage mécanique des cultures en ligne, tout simplement pour fluidifier, pour simplifier au maximum ces tâches de désherbage mécanique. Alors je suis en compagnie de Julien Lafont, il est responsable export chez Nayo Technologies. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus précisément de quelle manière fonctionne ce robot ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, le robot, lui, va se guider donc, avec des caméras et un laser qui sont à l'avant de l'engin. Ensuite, avec les outils qu'on a mis à l'arrière, tout simplement, il va venir gratter la terre en surface. Donc, ça va être 3 à 5 cm de profondeur maximum. Et de façon en fait, régulière, vu qu'il va passer tous les 10 jours, il va pouvoir détruire les mauvaises herbes qui sont au stade de plantule. Donc là, en fait, ce robot, il est vraiment dédié à des exploitations qui font moins de 10 hectares, on va dire. Donc, des petites exploitations en maraîchage ou en horticulture. Et du coup, il va permettre notamment de réduire la pénibilité des agriculteurs parce que la plupart de ces agriculteurs-là ont de grandes difficultés à désherber, surtout quand ils sont en bio. Non seulement parce qu'ils n'ont pas forcément la main-d'œuvre nécessaire et surtout que le désherbage manuel, c'est quelque chose de très très pénible, très répétitif, ça fait super mal au dos. Donc c'est le gros besoin auquel on vient répondre avec ce robot-là. Il y a aussi, j'imagine, des solutions économiques et rentables pour les cultivateurs. Oui, bien sûr, et c'est aussi une solution rentable parce qu'à partir du moment où c'est complètement autonome, il suffit de le lancer dans le champ et puis ça part tout seul. Donc à partir de là, on ne perd plus de temps à faire la tâche de désherbage, qui est une tâche qui est assez sans valeur ajoutée. Ça ne sert à rien pour la production de désherber, donc mais c'est quand même indispensable. Donc du coup, ils peuvent gagner du temps et donc de l'argent grâce à ce genre d'engin. Est-ce que vous réussissez à estimer la rentabilité du robot par rapport à l'homme ? Oui, alors on a des études par rapport à ça. On n'a pas d'études globales, c'est-à-dire qu'en fait ça va être propre à chaque type de culture. Mais sur certains types de cultures, comme par exemple le poireau, on peut avoir des agriculteurs qui arrivent à rentabiliser leur robot en moins d'un an. Et comme on le disait, donc ce robot, il peut fonctionner de manière autonome, mais aussi manuellement, avec l'aide d'un boîtier. Alors c'est ça, donc il y a une télécommande qui nous permet en fait d'amener le robot jusqu'à la parcelle. Parce que tout simplement il ne peut pas se guider tant qu'il ne voit pas de culture. Donc avec cette télécommande on peut l'emmener, ou sinon on peut aussi l'utiliser en mode manuel dans les champs si jamais on a le temps et l'envie de le faire. Alors, comme vous l'avez dit, ce modèle-là est destiné aux plus petites surfaces et Nayo Technologies propose également d'autres robots beaucoup plus grands. Exactement, donc on a 3 autres robots. Donc on en a un autre qui est bien plus grand, qui est aussi destiné aux cultures légumières, qui va en fait lui passer directement sur les planches de légumes. Donc c'est un robot enjambeur. Et celui-ci va travailler, il va être capable de faire 4 hectares par jour. Donc là, on s'adresse vraiment à du légume un petit peu plus industriel, on va dire. Donc des agriculteurs qui sont un peu plus spécialisés. Ce robot-là a été développé depuis 2 ans, donc on en a vendu une dizaine l'année dernière. Et cette année, on est quasiment sur un produit fini, donc on peut commencer la commercialisation. Et ensuite, on a 2 autres robots qui sont en phase de prototypage et de test, qui sont des robots dédiés à la vigne. Donc on a un robot enjambeur qui passe directement sur les ceps de vigne, pour les vignes, on va dire, de type classique. Et on en a un autre qui est beaucoup plus petit, beaucoup plus étroit, qui est destiné aux vignes très étroites, notamment en Champagne. Donc c'est des conditions assez particulières où les vignes sont étroites, sont pentues. Et donc du coup on a mis des chenilles sur ce robot-là. Merci beaucoup messieurs. Merci beaucoup.
On se retrouve dans quelques instants ici, toujours au hall numéro 4, en direct du studio du siècle vert. Venez nombreux, l'émission continue dans quelques instants. Fréquence ESJ est toujours en direct et on a le plaisir d'accueillir Pascal Floriot. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Vous êtes producteur de rhum arrangé et vous nous avez ramené 2 petites bouteilles. Est-ce que vous pouvez un peu présenter justement ces bouteilles? Alors, ces 2 bouteilles que j'ai ramenées, donc c'est du rhum arrangé. Donc le premier ici, c'est rhum vanille, donc vanille bourbon de la Réunion. Et celui-ci, c'est rhum géranium, géranium également de la Réunion, géranium rosa. Alors pour les néophytes, quels sont les différents types de rhum? Vous parlez de rhum arrangé, j'imagine qu'il y a également d'autres types de rhum. Voilà, oui, bien sûr, il y a le rhum, le rhum qui est lui à base de canne à sucre, le rhum arrangé à base de canne à sucre également, mais le rhum arrangé, lui, a pour but de mettre en valeur le fruit ou l'épice qui sera à l'intérieur, tout en conservant bien sûr la puissance du rhum. Quel est le secret de production d'un rhum arrangé, la clé? Alors, la clé, c'est donc une longue macération. C'est ce qui fait donc qu'il va développer tous ces arômes. Donc, combien de temps à peu près la macération? Ça va dépendre de quel fruit, de quelle plante, mais ça va de 6 à 1, voire 1 an de macération. Quand on se balade un peu dans le salon de l'agriculture, on voit différents exposants de rhum. Certains viennent de Réunion, d'autres de Guyane. Quelles sont justement les particularités de ces différents territoires d'outre-mer dans la fabrication du rhum? Alors la fabrication du rhum donc, va être la même, bien sûr. Il y a donc soit le rhum agricole, soit le rhum traditionnel. Donc la fabrication va être le même, mais ensuite après ça va être le terroir qui va être donc différent, qui va apporter donc un autre goût et une autre puissance au rhum. Par exemple la spécificité de la Réunion? Alors la spécificité du rhum de la Réunion, donc le rhum arrangé, donc le rhum de la Réunion met en valeur le fruit qui se trouve à l'intérieur. Concrètement, c'est des bouteilles à combien de degrés? Le rhum arrangé par rapport au rhum, c'est plus ou moins fort au niveau de l'alcool? Alors normalement, un rhum arrangé est situé exactement au même degré qu'un rhum. Un rhum, c'est minimum 37,5 et moi, mes produits sont à 42 degrés. Donc le rhum donc, va à partir de 37,5, ça peut aller jusqu'à 55, 60. Donc vous habitez dans l'île de la Réunion, vous restez sur Paris, j'imagine, pour l'intégralité du salon de l'agriculture, et après vous revenez à la Réunion, c'est bien ça? Alors après, oui, mais là on reste jusqu'au mois de juillet, puisqu'on fait d'autres foires et d'autres salons. Ensuite, après on repart et après on revient, donc voilà, pour faire diverses foires et salons, les marchés de Noël également. Et qu'est-ce que représente pour vous un événement comme le salon de l'agriculture? Alors le salon d'agriculture, c'est une vitrine mondiale, donc c'est pour pouvoir permettre de faire connaître donc, nos produits et également aussi en même temps de connaître, de rencontrer des professionnels de tous bords. Est-ce que vous avez un souvenir, une anecdote qui s'est passée pendant le salon de l'agriculture avec une personnalité ou quelque chose d'assez croustillant? Oui, là j'ai eu l'honneur de pouvoir rencontrer M. Marc Gouver qui représente les rhums du monde et donc il ne connaissait pas donc, mes produits et donc ça a été donc l'occasion de pouvoir déguster et celui-ci donc m'a invité donc justement prochainement, le mois prochain, à une dégustation chez lui dans sa boutique. Et là, quelle est la suite du programme après le salon de l'agriculture? Est-ce que vous avez prévu justement de voyager en France? Vous m'avez dit que vous alliez faire d'autres foires, quelles sont-elles? Oui, après ça on va à Montbéliard, après on va aller à Troyes, Fort de Champagne, donc voilà, on va à droite et à gauche. Le programme est très chargé. Merci beaucoup monsieur Floriot d'avoir accepté de répondre à vos questions. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. On revient dans quelques instants, toujours en direct du studio du siècle vert. À tout de suite. De retour sur Fréquence ESJ, après le vin et le rhum, place au foie gras. Bonjour Kevin. Bonjour Sacha. Alors vous êtes venu nous parler d'un excellent produit bien évidemment qui est exposé devant moi, le traditionnel foie gras. En effet Sacha, je suis accompagné de Madame Bernadette Laban. Donc nous allons, j'espère, vous donner l'eau à la bouche, car comme vous l'avez dit, nous allons vous parler du foie gras, le traditionnel foie gras. Donc Madame Laban est agricultrice dans la ferme Alban Laban. Vous aurez noté l'anagramme du nom de son mari. Donc ils sont tous deux béarnais et vivent dans le département des Pyrénées-Atlantiques. C'est une ferme qui existe depuis des décennies. C'est une maison familiale traditionnelle et tout est fait naturellement. Madame Laban va nous en dire un peu plus dans un instant. Je vais vous laisser présenter les produits que vous avez devant vous et nous dire ce que certains sont médaillés, il me semble. Oui.
Je suis fière de représenter la ferme Alban-Laban parce que c'est grâce à mes enfants que je suis là aujourd'hui. Et grâce à eux, nous avons eu la médaille d'or sur la terrine de magret de canard au foie gras qui est présente, la médaille d'or sur le foie gras mi-cuit d'oie, mais que je n'ai pas porté parce que je ne pensais pas avoir la médaille. Après, le magret séché entier, on a eu la médaille d'argent, la médaille de bronze sur le magret entier tranché, enfin il n'est plus entier puisqu'il est tranché, et nous avons eu la médaille d'argent sur les rillettes, pur canard, et l'année dernière on a eu la médaille d'or. Donc pour moi c'est la consécration totale. C'est important pour vous voilà, d'être médaillé sur différents produits? Mais oui, pour nous c'est quand même important parce que le consommateur voit la médaille. Donc quand il n'y connaît rien dans une vitrine où il y a plusieurs produits, ben, il fait comme moi, il choisit où il y a une médaille. Il se sent un peu rassuré. Voilà. Et j'ai aussi... Enfin, disons que si nous avons eu la médaille, elle n'est pas venue comme ça, la médaille. Elle est venue parce que nous élevons nos canards selon la tradition. Maintenant, la tradition, tout le monde en parle, ça ne sert à rien. Mais la nôtre, elle est légitime. Elle est légitime pourquoi? Parce que nous élevons nos canards depuis l'âge d'un jour, ce que les autres font aussi. Mais où j'en suis le plus fière, c'est que nous produisons nos céréales. Et nous donnons à nos canards des céréales entières. C'est-à-dire, on fait du blé, l'amande du blé, c'est les canards qui l'ont, le maïs, c'est la totalité du maïs, et grâce à ça, eh bien, nous nous sommes rendus compte eh bien, que nos produits ont une autre saveur. Parce que chaque fois que les gens le goûtent, ils me disent que c'est bon. Donc, à force Et on va de les goûter. m'entendre- On va les goûter d'ailleurs. Eh ben, Ce oui. serait une offense de ne pas les goûter avec vous. Et en plus, c'est une offense. Mais le mieux, vous allez savoir si j'ai raison ou tort. Alors quels sont justement les produits que vous me conseillez parmi ceux qui sont présents devant moi? Bon, ben disons, ce qui me ferait plaisir, bon, il y a le foie gras, bien sûr, il est très bon, puisque ce que je vous ai présenté, il a eu la médaille de bronze l'année dernière, mais cette année, la terrine, elle a eu la médaille terrine. d'or. Ok. Donc, quand On va même, goûter oui, il vaut mieux Allez-y, goûter Sacha. une médaille d'or. Alors, le résultat? C'est très bon. Je vais finir de manger, après je reparlerai parce que c'est pas très propre, Alors, mais c'est justement, très très bon. En attendant, vous pouvez nous rappeler depuis combien de temps votre ferme existe? Ben, notre ferme, nous sommes agriculteurs depuis des lustres, mais on a pu remonter que jusqu'en 1850, parce C'est-à-dire qu'après, les papiers ont été détruits. Et voilà, et nous existons à Setzemobec, fiers de l'être encore. Et du foie gras donc, depuis les années 40, c'est bien Alors, ça? vous voyez, c'est marqué épicurien depuis 1940. Donc 1940, c'est la naissance de mon mari, mais c'est aussi une date un peu tristounette, mais simplement que lui, il a eu la chance d'être élevé au foie gras. Donc c'est pour ça qu'il est épicurien depuis son plus jeune âge. Parce que sa grand-mère gavait des oies et des canards et elle les conservait dans le sel. Et mon mari a été élevé au foie gras au sel. Et quand il a eu la quarantaine, il a voulu retrouver les saveurs de son enfance. Et c'est grâce à ça eh bien, que nous avons débuté, nous nous sommes démarqués dans le foie gras. Bon, en tout cas, maintenant que j'ai fini de manger, je peux vous affirmer, c'est très très bon. Et j'invite toutes les personnes présentes ici à venir goûter justement ces différents types de foie gras. Et merci beaucoup d'avoir accepté. Sacha, on peut les retrouver au hall 3, Au à hall côté 3. du stand du Pays Basque notamment. Tout à fait, puisque Merci le beaucoup. Béarn, Pays Basque. Merci beaucoup d'avoir 64. accepté. Merci. Et il clôture comme à son habitude l'émission avec une entrée un peu moins fracassante aujourd'hui qu'hier. Bonjour Hugo Franceschi, vous allez Bonjour, nous parler Chassé. du programme du jour. Et cet après-midi, on fait travailler les animaux sur le salon de l'agriculture. Et oui, si vous pensiez, Sacha, que les animaux ne font que se prélasser, manger, dormir, faire leurs besoins ou encore sortir quelquefois de leur enclos pour participer à un concours, eh bien vous vous trompiez lourdement, car oui, les animaux travaillent au salon de l'agriculture. Si vous ne me croyez pas, eh bien venez à 16h sur le ring équin, au pavillon 2.1. Ici au Salon de l'Agriculture, où vous pourrez assister à une présentation de la Société française
française des équidés au travail. Alors, vous verrez diverses races d'équidés, des chevaux de trait, des chevaux et des poneys de territoire, ainsi que des ânes ou des mulets, dont les qualités ont permis leur utilisation par les agriculteurs, donc leur utilisation dans le travail aux côtés des hommes, pardon. Et d'ailleurs, à 18h, vous pourrez assister à une démonstration de ce que c'est faire un âne de maraîchage. Vous devenez un vrai spécialiste de Tout à l'espèce fait. équine. Bon, maintenant, on va un peu parler de la transhumance des ovins. Qu'est-ce que c'est, Hugo? Eh bien, vous savez, Sacha, c'est tout simple. C'est juste la migration des troupeaux de moutons entre les pâturages d'hiver et les pâturages d'été. Alors, cela a pour objectif l'engraissement, mais aussi la reproduction des animaux. Vous verrez à 15h au pavillon numéro 1 une comparaison entre un mouton en période hivernale et un mouton en période estivale. On va parler des étudiants maintenant, avec un concours qui est organisé entre les étudiants agricoles et les jeunes agriculteurs. C'est exactement ça, Sacha. Il s'agit du concours de jugement des animaux par les jeunes qui se déroulera au pavillon numéro 1 à partir de midi. Cette compétition consiste à juger des jeunes âgés de 15 à 25 ans sur leur aptitude au pointage des animaux. Alors aujourd'hui, ils jugeront des chèvres selon plusieurs critères, notamment la corpulence, la musculature ou encore l'allure. Et leurs réponses, elles seront comparées à celles d'un jury de référence. La remise de ce prix aura lieu aujourd'hui à 16h30 sur le pavillon numéro 1 toujours. Et on termine avec une journée spéciale pour le concours général agricole, Hugo. Exactement, Sacha, au pavillon numéro 1 sur le ring, sur le grand ring, pardon, à partir de 17h, vous pourrez assister à la présentation des races bovines en conservation. Alors, pourquoi en conservation? Eh bien, tout simplement parce qu'il s'agit des vaches béarnaises, lourdaises et mirandaises. Et aujourd'hui, elles font l'objet d'une attention toute particulière quant à leur préservation. Merci beaucoup, Hugo. On se retrouve demain, j'imagine? Oui, merci, Sacha. Merci, Hugo. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On a bien mangé, des produits magnifiques nous ont été exposés. Le décor demain sera le même. Il y aura par contre un nouveau présentateur. Antoine Lermite sera ici devant vous demain, même heure pour une nouvelle émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne journée sur Fréquence ESJ.